Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dernier droit de ces 2 journées. Je pense que tout le monde est bien heureux d'arriver à cette période où, là, c'est ça, on se dirige vers le 5 à 7 et le cocktail et tout le monde est très content. Et on avait un régisseur probablement qui voulait impressionner les 3 YouTubers qui étaient ici en leur en mettant plein la vue, des gens qui totalisent à leur 3 des milliards, des centaines de milliards de visionnements. Ils font partie d'un mouvement mondial, des gens qui vont chercher un public que les annonceurs veulent aller cruiser à tout prix. Ce sont des gens qui sont autodidactes, qui ont appris sur le tas et qui nous montrent une manière extrêmement nouvelle de penser le média, de penser le rapport aussi au public. C'est fascinant de voir leur parcours. Dans un premier temps, PL Cloutier, nommé au Gala des prix Gémeaux en 2010 pour sa série Dansmatélé.ca, diffusée sur portail.msn.ca. Il a parcouru les coulisses de la télévision. En 2011, il remporte le concours Vacancier Recherché. On s'en souvient tous. Il a fait le tour du monde. Il a partagé ses vidéos. En 2012, PL Cloutier fait ses premiers pas en télévision à l'émission Cap sur l'été sur Radio-Canada. Et depuis 2013, il fait partie de l'équipe de l'émission Aubaine et compagnie diffusée sur V. Sa chaîne YouTube connaît une croissance assez grande, cumulant plus de 165 000 abonnés, et ce, en moins de 18 mois. Parlez-moi d'une croissance. Monsieur Caron qui, lui, fait du stop motion, et il en a fait un art, quelque chose d'assez fascinant. Écoutez, des vidéos qui font le tour du monde, des dizaines de milliers d'internautes qui sont abonnés à lui et qui le suivent donc sous ce pseudonyme, un ex-enseignant qui est depuis 2011 dans le domaine, et c'est dans son studio de Mont-Saint-Hilaire qu'il donne vie à ses figurines Lego pour le bonheur du plus grand nombre. Il va nous parler de ça. Et en terminant, Fred Bastien qui il est né avec l'Internet, en fait. Sa mère, c'était à l'Internet, puis il était bien content d'avoir grandi là-dedans. Depuis 2010, il se démarque par sa polyvalence, son authenticité à l'antenne de Musique Plus, Radio-Canada, Z-Télé, V et RDS. On l'a vu récemment, notamment à Rio. Il faisait des productions assez intéressantes, des Jeux olympiques, un peu de billets qu'il nous montrait. On le voit également à Balcourbe, Gros Blog et l'émission C'est juste du web, qui est notre émission amie à Radio-Canada de la sphère, mais à RTV. Et c'est un influenceur numérique, imaginez-vous donc. Il est suivi par des dizaines de milliers de personnes. Il faut être très gentil avec Fred, parce que ça peut très mal aller pour nous quand il ne nous aime pas en ligne. On peut le voir sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Une discussion qui sera animée par Patrick Balian, qui est producteur exécutif chez WhatsApp Montréal. J'ai très hâte d'entendre ça, et probablement vous aussi. Veuillez les accueillir. Oui, ça marche? Parfait. Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Patrick, je suis le fondateur de la communauté YouTube de Montréal qui regroupe plus de 500 créateurs. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 3 influenceurs très talentueux avec moi. Si vous pouvez essayer d'être là, ça fait plaisir. Merci. Aujourd'hui, on va parler beaucoup, en fait, le sujet c'est YouTube Marketing, mais plus en particulier, on va parler comment rejoindre des millennials, qui était un sujet très intéressé parmi vous, spécialement quand je vous ai parlé hier ou bien aujourd'hui, beaucoup d'entre vous avez trouvé que c'était un sujet qui vous intéressait beaucoup, spécialement pour votre entreprise. Donc, pour commencer, pour débuter ça, on va commencer avec parlez-moi de votre relation avec vos fans, et puis c'est quoi la démographie que vous représentez? On se tourne vers moi. Ma relation avec mes fans, en partant, j'aime pas beaucoup parler des fans. C'est vraiment plus des abonnés, des amis, tout ça. Dans le fond, ma relation est comme un peu à temps plein, dans le sens où on se parle tout le temps.
je publie des vidéos sur ma chaîne YouTube à peu près à tous les 3 jours. J'ai 2 chaînes. Je publie à peu près à tous les 3 jours, mais quand je suis pas sur YouTube, je suis sur Snapchat, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, sur Periscope, sur Facebook. J'ai tendance à l'oublier. Je suis comme un peu partout dans toutes les plateformes en même temps. Puis aussi, je les rencontre. En ce moment, j'ai une tournée de spectacle au Québec qui s'appelle Bonne Fête à moi, où les abonnés viennent me chanter Bonne Fête. Fait que vraiment, c'est une relation qui est très amicale. Dans le fond, c'est basé sur la proximité. Le plus de simplicité possible, en fait. Moi, je pense qu'en termes de statistiques, là, chacun de mes médias, de mes réseaux rejoint des gens différents. Si on pense à YouTube, de mes 20 000 abonnés, la grande majorité, c'est du 18-24. Le deuxième groupe démographique le plus représentant ensuite, c'est les gars de 24-34. C'est comme des chiffres, mais concrètement, j'aime beaucoup la manière que PL l'amène, c'est-à-dire c'est des gens avec qui tu es toujours en discussion. Là, je fais des Snapchats aujourd'hui, les gars font du vlog, ça va être sur la chaîne YouTube, moi ça va être sur ma story Snapchat, qu'il y a des milliers de personnes qui regardent à tous les jours. Puis ça peut être autant quand je suis dans un événement intéressant comme aujourd'hui, que l'autre jour, sur l'autoroute, mon char est tombé en panne. Puis j'ai commencé à faire des snaps, puis là, il y a comme une dizaine de garagistes qui sont mes abonnés ou mes fans qui ont commencé à m'écrire ce que je devrais faire. Puis donc c'est vraiment un genre de dialogue où les gens sont. Il y a une proximité avec ce que tu fais. Puis c'est vrai que un fan, c'est un peu une vision traditionnelle de relation comme créateur puis audience, alors que là, c'est des amis, des abonnés, des connaissances, des gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Puis d'autant plus que à l'ère de Facebook, puis des réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens dans mes fans que je connais pour vrai ou que j'ai déjà vu dans la vie, que ce soit à l'université, que ce soit en participant à une émission de télévision. Une fois que la personne, tu la croises 3-4 fois à Montréal ou dans des événements qui sont en lien avec la culture geek, comme par exemple le Comic-Con, mais ça ne devient plus vraiment des fans, mais plus des connaissances, des amis ou des gens qui te suivent au jour le jour. Donc c'est un peu comme ça que je vois ça. Bon, moi, mes fans, on va passer vite parce que le monde, ils ne me suivent pas, moi. Ils suivent mes Legos. J'ai aucune idée pourquoi les Legos sont plus populaires que moi, je ne comprends pas. Mais en fait, les gens viennent sur ma chaîne, regardent du stop motion Lego, et ils ne regardent pas c'est qui le fait. Des fois, ils pensent que c'est Lego, la compagnie Lego qui le fait, alors je suis presque un imposteur. Alors, ils vont partager la vidéo, mais ça ne s'abonneront pas à ma chaîne. Alors, je suis un peu en différence avec mes 2 compatriotes ici, mais bon, 30 millions de vues, je ne me plains pas du tout. Bravo! Puis qu'est-ce que vous pensez, c'est l'élément qui vous permet d'agrandir en fait vos nombres d'abonnés et en même temps maintenir ce chiffre-là? C'est tout le temps moi qu'il faut qu'il commence. OK, comment je fais agrandir mes plateformes puis m'assurer de continuer d'avoir des gens que j'intéresse. Ça, j'aimerais ça le savoir parce que j'aurais plus que 200 000 abonnés en ce moment. J'aurais rendu beaucoup plus loin. Vraiment, je ne fais pas vraiment ce calcul-là. Moi, j'ai plus envie de parler aux mêmes personnes semaine après semaine que d'essayer d'en gagner rapidement beaucoup qui ne regarderont pas la semaine suivante. Fait que, comme mettons, pour faire l'image, je trouve que sur YouTube, des fois, c'est de servir un peu la même sauce à chaque semaine mais en changeant les pâtes. Donc, j'essaie de rester le plus possible comme. Je ne veux pas dire prévisible, mais garder un peu toujours le même style dans mes vidéos. Je ne cherche pas à faire des contenus viraux non plus, qui est comme très à la mode. On dirait que les marques veulent tout le temps faire « Ah, on va faire la prochaine vidéo virale ». Pour moi, viral, c'est inintéressant. Moi, je bâtis une communauté autour de mes vidéos. C'est vraiment un travail. Les abonnés arrivent un par un. C'est vraiment mon approche. Fait que c'est peut-être, je ne sais pas, j'aimerais ça dire que j'ai comme une stratégie d'acquisition d'abonnés, mais pas vraiment. Ouais. Moi, personnellement, YouTube est un outil, puis je suis un peu. J'ai toujours 2 chapeaux en même temps, c'est-à-dire, parfois je me sers de YouTube pour faire quelque chose que je ne pourrais pas faire ailleurs. Par exemple, une de mes vidéos qui était très populaire, c'est une vidéo à propos du dernier album des Dead Obeez qui s'appelle Gesamtungswerk. Puis j'ai passé, c'est une vidéo de 14 minutes où je fais juste parler des paroles des gars. Puis j'explique pourquoi est-ce que c'est des métaphores, puis pourquoi est-ce que quand ils parlent de Napoléon, c'est une référence au syndrome de Napoléon. Puis bref, je vais assez loin dans mon analyse, puis c'est du contenu tellement niché, là, on s'entend, c'est 14 minutes
de blabla sur des paroles d'un album. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'ont regardé. À chaque fois que je vois un show des Dead Obies, tout le monde me parle de cette vidéo-là. Mais c'est jamais ce contenu-là aurait été à la télévision. Jamais il y a une émission dans le monde qui va faire on va passer 14 minutes sur une affaire pas cernable que ça intéressera pas le public moyen. T'sais. Alors que YouTube le permet de le faire. Donc là, c'est quand je me fais plaisir que ça joue une niche. Et sinon, les tactiques pour grossir une audience, ben, c'est beaucoup d'être régulier dans son contenu comme PL. PL, c'est une horloge, tu peux être certain qu'à chaque 3 jours, il sort sa vidéo, c'est rassurant. C'est un peu comme la télévision où tu sais qu'à chaque samedi à midi, la vidéo va sortir. Puis sinon, il y a une question évidemment de faire du bon contenu, c'est un peu niaiseux, mais c'est la base, c'est avant toute chose. Puis un peu comme, oui, puis ça c'est intéressant autant pour les marques que pour les créateurs, mais c'est un peu comme aussi les médias traditionnels, ça prend des collaborations avec d'autres personnes. Donc les YouTubers sont reconnus pour faire des collabs. J'ai fait des vidéos avec PL, j'ai eu plein de nouveaux fans qui sont embarqués sur ma chaîne grâce à PL ses fans ont regardé notre vidéo, ont fait hey, il est bien cool ce gars-là, je vais l'embarquer. C'est la même chose aussi avec les marques, si vous associez à des personnalités qui ont une couleur et qui ont une auditoire qui est compatible avec ce que vous faites, mais c'est sûr que ça peut TV qui l'a fait il n'y a pas longtemps. C'était dans un beau partenariat où ils ont invité des personnalités de la télévision sur YouTube pour gagner un public. C'est comme un peu le modèle renversé où on a envie d'aller sur YouTube pour amener le monde vers la télé plutôt que amener le monde de YouTube à la télé. C'était quand même, en tout cas, moi, c'était la première fois que je voyais ça. Ouais. Absolument. C'est là où moi je pense que, tu sais, on peut parler des médias traditionnels, mais il faut vraiment qu'on se rende compte que c'est pas nécessairement une compétition, mais un travail d'équipe qui peut être fait au niveau de ça. Puis l'exemple que tu soulèves est vraiment un bon exemple de réussite où on a réussi à faire parler d'un show de télé sur Internet et vice-versa. Oui, les 2 clés que vous avez sorties, les gars, c'est la régularité. Sortir une vidéo. YouTube nous dit carrément, on reçoit des courriels, une fois par mois, courriel. YouTube nous dit hey, si tu veux que ta chaîne fonctionne, sors une vidéo par semaine. Puis dis à tes fans que c'est jeudi, midi 3. Puis tiens-toi à ça. Personnellement, ce bout-là, moi, je l'ai abandonné parce que du stop motion Lego qui peut prendre 3 mois à faire parfois, une par jeudi, là, ça venait vite. Puis je watchais mes vidéos, je dis non. J'arrête de vouloir être régulier, je fais ce que j'aime. Mais il y a beaucoup de chaînes que j'adore suivre qui ne sont pas réguliers, qui n'ont pas un horaire. Ça, c'est une des beautés sur YouTube. C'est qu'il n'y a pas comme une heure de. Si tu ne l'as pas attrapé à samedi 11h, c'est fini. Il y a pas, en fait, toutes les mauvaises cases horaires à la télévision sont des excellents moments pour sortir des vidéos sur YouTube. Moi, je sors mes vidéos le samedi à 8h le matin. Fait que, ou des fois le jeudi à 11h ou à minuit quand c'est Noël. Il n'y a comme pas de public est disponible. Ça peut même créer une rareté. C'est comme c'est le contre-argument de ce qu'on vient de dire, mais il y a des gens qui publient vraiment pas souvent, mais quand ils publient, t'es comme oh, un nouveau Les Nado. Là, t'es comme t'es prêt. Mais oui, elle a publié hier, genre à 11h le soir. C'est super tard, sa vidéo, elle a comme 60 000 vues ce matin. T'sais. Vraiment, là, il n'y a pas. Il n'y a pas de recette, dans le fond. Non, c'est ça. Puis les meilleurs abonnés aussi reçoivent des notifications, des infolettes. Mais toi, il y a un truc que tu fais qui est de reprendre des trucs dans YouTube qui sont, mettons, à la mode. Ou tu sais, qui ont déjà une base d'abonnés. Tu vas faire des pastiches, mettons, de Star Wars ou. Ben, c'est ça. Moi, au lieu d'être samedi matin, 8h, ben, je vois que les Ghostbusters s'en viennent. C'était le gros hit de l'été avec les filles Ghostbusters. Ben, je suis allé chercher les Legos. J'ai monté une parodie, j'ai rajouté de l'humour là-dedans, je l'ai sorti. Paf, un mois plus tard, ben, j'ai 1 million de vues. 0 abonnés de plus, ou à peu près. Mais les gens voient ah, wow, Ghostbusters Lego, c'est cool. Je l'envoie à tout le monde. Et là, ben là, on a l'effet de multiplication. Donc, bon, je n'appellerais pas ça viral. On a le mot viral très rapide. Là. 1 million, c'est même pas viral. Ben, mais c'est le fun dans votre dit. Alors, ben, c'est ça. Alors, il y a 2 façons de fonctionner. Moi, je vais aller chercher, comme là, je suis à l'affût de voir ça va être quoi, mon prochain sujet qui va me toucher. Je pourrais dire, OK, il y a un film qui s'en vient, go, je vais faire quelque chose là-dessus, mais si le film ne me touche pas, moi, ben non, je ne le ferai pas. Quand j'ai sorti les Simpsons en Lego, je me suis dit, ah, Lego Movie, Simpson, il y a Simpson Lego qui s'en vient, go, je le fais. Mais aujourd'hui, il est à 7 millions. Du temps bien investi. Je suis bien content de mon coup. Puis tu sais, comme ça, là, moi, c'est l'affaire qui me ferait le plus peur. D'avoir une de mes vidéos qui reçoit 7 millions de vues. Parce qu'on dirait que ce serait des gens qui m'ont pas choisi, à qui on a un peu imposé mes vidéos. Puis on dirait que j'ouvre la porte pour avoir du hate. Puis comme je suis sensible et fragile à ça, ça me tente j'ai lu les commentaires très régulièrement, mais j'ai arrêté de répondre à certains. Ouais. Quand j'ai fait une parodie des Ghostbusters, j'ai fait la scène du début où ils attrapent leur premier fantôme. Et bon, je vous rappelle le film, il y a 3 Ghostbusters au début du film, puis plus tard, il y en a un 4e qui se rajoute, ça donne que le 4e, il est noir. Il n'est pas dans ma vidéo.
tout le monde me traite de raciste parce que je ne l'ai pas mis dans la scène. Mais si je l'avais mis dans la scène, par exemple, tous les fans de Ghostbusters m'auraient écrit pour me dire « Hey, c'est pas ça dans le film ». Donc là, on ne peut pas plaire à tout le monde, il faut faire ce qu'on aime, on l'envoie en ligne, puis qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, puis ils l'ont tout regardé. C'est bien, vous avez parlé des vidéos virales, vous avez aussi parlé qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce que c'est les tendances qu'on voit sur Internet. Fait, comment vous faites face à ça? Comment vous faites pour choisir vos tendances? Parce que, juste pour vous expliquer, les vidéos virales, ne demandez pas ça, les YouTubers, c'est pratiquement, c'est pas impossible, mais c'est vraiment pas organique d'en créer des vidéos virales. C'est en plus, on dirait que les abonnés sont rendus méfiants. Quand il y a un contenu qui est comme trop partagé, ils font bon, on dirait que c'est rendu prévisible. C'est ça. C'est quoi qu'ils disaient? C'est choquant, spectaculaire, stupide et surprenant. Je pense qu'il était comme les 4 pôles des contenus viraux. Ça, on dirait que maintenant, on les a tous vus. Là. La mariée qui tombe dans la piscine, puis comme, on dirait qu'on est rendu ailleurs. On a envie d'un contenu qui est moins comme LOL, puis peut-être un peu plus profond. Puis ça, c'est pas un contenu qui est partagé. Parce que ça, faire des vidéos virales, ça doit être quelque chose qui est imprévu. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait face à? On fait face à beaucoup de tendances, quelque chose qui est à la mode, comme un temps Pokémon Go qui a renversé le monde. Fait que quand vous voyez des affaires qui sont populaires comme ça, comment vous faites face à ça? Ben, c'est un piège, tu sais, parce que, mettons, il y a le Pokémon Go, moi j'en ai fait une overdose parce que tout le monde s'était rendu que je suivais une chaîne, là, genre Fast Good Cuisine, une chaîne française qui fait un gâteau en Pokéball. Et là, on est rendu loin, tu sais, dans le. Moi, ça, mais par contre, il y a une chose. Quand il y a comme des trends, si on veut, dans YouTube, comme par exemple la dernière sur laquelle j'ai un peu surfé, c'était le défi des 100 couches, où c'est vraiment rien d'intellectuel. L'idée, c'est d'appliquer 100 couches de quelque chose. Ça peut être 100 couches de crème hydratante dans ton visage. Moi, j'ai fait 100 couches de Nutella sur ma tranche de pain. J'ai fait 100 couches de fromage dans mon hamburger. J'ai fait 100 couches de couches pour adultes. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur. Je voulais comme tuer Et ça, c'est une bonne idée de faire ça parce que il y a un algorithme, dans le fond, YouTube est un robot, puis il y a un algorithme derrière ça qui récupère. Donc, si le titre est 100 couches de, et que les vidéos qui étaient 100 couches de quelque chose ont été très regardées, bien, ça va proposer ta vidéo, donc c'est une façon d'obtenir des vues. Mais c'est à faire avec dosage, hein, parce que les chaînes qui font trop ça, moi je suis pas convaincu que c'est comme ça qu'on bâtit une communauté. Si tu fais juste ça, tu vas monter vite, tu vas stagner, puis après ça, tu vas tout perdre. Ouais. Tu auras perdu ton temps au bout du compte. Exact. Je pense que t'es mieux de créer quelque chose de solide à long terme plutôt que de vouloir faire un gros coup, un feu d'artifice incroyable puis que les gens disparaissent ensuite. T'sais. Je pense que t'as mieux de faire de quoi de plus. T'as mieux de faire de quoi de plus consistant. Tu peux manger les brocolis, là, pas juste des chips. 100 couches de brocoli. 100 couches de brocoli, rien de moins. Aussi, tu veux être original parce que la plupart du temps, les gens font des challenges, puis d'autres qui reproduisent le même challenge, mais ça devient un petit peu trop. Mais il y a quelque chose qui est très culturel aux YouTubers de faire les challenges. On n'est pas en tout cas, en ce qui me concerne, je suis pas le genre de YouTuber qui cherche l'idée la plus originale, cherche l'idée la plus drôle, la plus fun. Fait que des fois, ça veut dire reprendre des challenges comme, je pense que tout le monde a fait le défi des Jelly Beans, là, comme de Harry Potter. Bon, pas moi. Tu l'as pas fait? Il va falloir qu'on règle ça, Fred. Ok, Mais moi, Noël, c'est ah oui, jour de c'est Noël. vrai, il faudrait se mettre dans mes défis du temps des fêtes. Mais ouais, fait en tout cas, des fois, de reprendre les. En tout cas, moi, je ne crache pas du tout sur les challenges. Au contraire, je trouve que c'est quelque chose que les YouTubers se sont appropriés. Puis là, on voit la télé le faire. On voit Eric Salvaire faire des challenges de YouTubers. Jimmy Fallon, Hélène fait des trucs qui sont tous comme 3 mois en retard. J'adore ça. Mais ça fonctionne parce que c'est des auditoires différents. Ouais, aussi, c'est ça. ils peuvent s'en tirer avec ça. Puis par rapport à ce que tu disais, de se rattacher à du contenu intéressant, par rapport à Ghostbusters, préparez-vous, les pauses de Star Wars s'en viennent. Dans 2 mois, il y a le prochain Star Wars qui sort. Puis c'est sûr que si vous commencez à penser à vos réseaux sociaux en conséquence, mais vous allez pouvoir être sur le target puis pas être à la traînée des pauses de Star Wars, mais bien à l'avant-plan de ceux-ci, parce que je vous dis, c'est dans 2 mois que ça se passe, il y a un nouveau film qui sort. C'est là que ça va Le preview commencer. sortait aujourd'hui, le preview officiel. Exact. Moi, je ne l'ai pas regardé parce que je me garde peu. Je veux juste voir le film sans spoiler, mais. Impossible. Moi, je ne touche pas à Lego Star Wars parce que sur Internet, il y en a plein d'autres qui font aussi du stop motion Lego. Puis c'est overused. Il y a trop de Star Wars Mais tu Lego. penses pas que tu profiterais de l'algorithme? Je pourrais, mais justement, comme il y en a trop, le petit gars de 6 ans chez eux qui a fait un film, il s'est forcé, il a travaillé fort, mais entendons-nous, c'est pas la même qualité. Des fois, il va sortir en premier juste parce qu'il l'a bien positionné. Puis là, le mien tombe 3e, il est moins vu que le petit gars de 7-8 ans. Donc, je ne vais pas dans Star Wars, mais Ghostbusters, personne n'y touchait. Fait que des fois, il a dit « Ah, tout le monde fait ça! » Je vais aller chercher la petite tranche que personne prend, mais je vais bien l'exploiter, je vais clencher tout le monde. Fait qu'on peut faire ça. Il s'agit d'être stratégique sur YouTube. C'est des modes.
Des fois, c'est pas quelque chose qui nous plaît. Je vais faire une confession. Les Simpsons, j'en ai rien à foutre. je ne tripais pas Simpsons, mais j'avais vu l'opportunité quand ils ont sorti le Lego Movie, la maison des Simpsons. Je dis, quelqu'un va faire le générique des Simpsons en Lego. Je dis, il faut que ça se fasse. Et une semaine avant que Fox sorte l'épisode, personne ne l'avait fait comme du monde sur YouTube. Il y en avait, là, mais on voyait les mains, les fils, la colle. Non, ça ne marche pas. Je dis, OK, go, je l'ai fait. Je l'ai produit en une semaine, je l'ai mis en ligne. J'ai pris le marché. Si tu tapes Lego Simpson, c'est chez M. Carpenter. T'as-tu un strike de musique, là? Comment tu te fais payer là-dessus? Là? T'es pas propriétaire? Ça, il y a toujours moyen d'avoir la musique. Ah, t'as changé de pitch? Pas de change de pitch. Le gars, il jouait au piano à moitié de la vitesse. Je l'ai rendu à la bonne vitesse, puis c'est cool. OK. Mais Fox n'a pas avantage à le faire non plus, parce que ça nous amène du monde aussi. Oui, ça fait le Lego, moi, Lego ne tape sur les mains à personne. Puis là, je dis Lego, si je pourrais faire ça avec n'importe quoi d'autre. Ils ne tapent pas sur les mains, ça leur amène du trafic, ça leur amène de la publicité. Ils m'ont appelé, ils m'ont pris un de mes films d'Halloween en Lego, ils l'ont mis sur lego.com. Ils m'ont pas payé, mais bon, je suis content d'être sur lego.com. Donc, il y a des compagnies comme ça, ils font ah, tu utilises mon produit? Go, vas-y. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait un film Lego, Agent of Shield, Captain America, et il a rajouté beaucoup de ketchup et de pâte à modeler rouge. C'est hyper violent, c'est pas pour les enfants, même si c'est en Lego. Et Lego n'a pas dit un mot. Parce que les adultes l'ont regardé et sont allés acheter les Lego après. Eux autres, ça nous a généré de la grosse business. Ils encouragent les stop motion Lego. Puis ben, ils nous laissent faire des publicités pour des compagnies. Tant que je ne vais pas chercher Lego Batman pour annoncer Sport Expert, c'est correct. Mais Lego City pour annoncer Sport Expert, je pourrais. Ça se fait. Là, on va passer plus aux questions d'enfants avec vos expériences que vous avez eues avec les marques. Et en même temps, pour sauver du temps, peut-être vous pouvez aussi parler, c'est quoi les réactions que vos viewers ont eues quand ils ont vu que vous avez travaillé avec une marque? Je vais commencer, puis je vais y aller contre le temps de ta question. Comme je n'ai pas de viewers, je pouvais faire ce que je voulais. Je n'avais pas vraiment de relation. Et à un moment donné, on me lance un défi. Un syndicat d'enseignants vient me voir, je suis enseignant. Puis, peut-être qu'on peut partir la vidéo, là, tout le bloc en parle. Je leur dis, je vous amène à Tout le monde en parle. Est-ce quelqu'un ici qui voudrait aller à Tout le monde en parle, présenter sa business? Comme c'est la place à être. Je leur dis, je vous amène à Tout le monde en parle. Moi, je dis pas game. Je dis, parfait. Je vais faire tout le bloc en parle. Je fais un Guillaume Lepage en Lego. On invite une enseignante et on passe toutes les questions et les réponses qu'on a envie de dire au grand public. On le fait faire en interview par un Guillaume Lepage et un Danny Turcotte en Lego. Fait qu'ils me disent go, ils me donnent mon budget, ils me donnent le temps, je produis ça, on le met en ligne. Une semaine plus tard, j'étais dans le studio de Guillaume Lepage dans le public et Danny Turcotte présentait un extrait de la vidéo en début d'émission. Non seulement j'ai fait Tout le monde en parle dans Lego, mais notre vidéo, notre message est allé à Tout le monde en parle. Et là, ils m'ont fait extrêmement confiance parce que nulle part dans la vidéo, on a mis le logo du syndicat. On n'a jamais revendiqué de dire « Ceci est une présentation du syndicat des enseignants du Québec ». Non, on ne s'est pas vanté. On ne l'a pas caché, mais on ne s'en est pas vanté. Ça nous a amené là. Parce qu'eux m'ont fait 100% confiance. Ils ont dit « OK, tu as un concept, tu as une idée, fonce ». Je vous donne l'autre version de ça, peut-être juste montrer une image. Tu l'écoutais? On peut en montrer un petit peu. Je pense qu'il est en muet. On va vous montrer. Il est pas muet. Il est pas muet. On va montrer juste un petit peu. José Arsenault, bienvenue à Tout le bloc en parle. Merci. José Arsenault, vous enseignez au primaire. Vos élèves vous appellent Madame José. Depuis une douzaine d'années, vous avez enseigné à plus de 360 élèves. En plus de planifier vos cours, de corriger les devoirs, et on a plugué tous nos messages dans le vidéo. Oui, les profs sont payés l'été à rien faire. C'est pas vrai. On l'a démystifié là, et ça a fait le tour du web. J'adore l'école. Peut-être l'arrêter. Et là, le syndicat se préparait à payer une publicité dans la presse, la cyberpresse à l'époque, pour dire on va faire un petit extrait, puis les gens vont le voir dans la cyberpresse, ils vont cliquer dessus, ils vont aller voir la vidéo. On se préparait à mettre 2000$ d'investissement pour pousser la vidéo. Et le matin où on allait passer la commande, je ne vous mens pas, Patrick Lagacé le met dans son blog en disant « Regardez ça tout le monde ». On l'a eu gratis plugué par Patrick Lagacé. Eux m'ont fait confiance, puis bon, ça donne que je suis bien tombé, mon idée était bonne, je l'ai bien réalisée, ça ne marche pas tout le temps comme ça, c'est un bon coup. J'ai une autre compagnie qui vient me voir, on peut peut-être juste mettre l'image, ils me disent « On veut faire Montréal en Lego ». Yes, cool, je vous fais Montréal en Lego, ça a pris 6 semaines de faire ça, de tourner. Il y a des nouveaux buildings qui poussent un peu partout. Celui-là, il est muet, je crois, on peut peut-être le faire rouler.
Et moi, je leur dis, les Legos, c'est de la couleur. On va mettre les buildings multicolores, puis à la fin, ils se transformeront en beaux buildings propres. Et là, on va faire des briques qui dansent dans les rues. Ça va être comme un gros party de Lego à Montréal. Et là, Montréal grandit, grossit, devient beau. Quand j'ai eu le comeback des boss, ils ont dit non, on ne met pas de briques rouges, jaunes, bleues là-dedans. On veut que ça soit bleu, gris, pâle. On veut que ça soit tout beau. Ils ont tout coupé le fun. Mais là, je dis, la vidéo ne sera pas virale si vous ne mettez pas des petites briques le fun, si vous ne mettez pas des bonhommes contents. Elle ne fera pas le tour du web. Elle dit non, c'est comme ça qu'on la veut, fais-la comme ça. Moi, au prix que tu payes, il va te la faire comme tu la veux, ta vidéo. Je suis payé pour jouer Lego, je suis qui pour chialer, moi? Ben, à ce jour, ils ont 2000 vues sur la vidéo. Et elle coûte cher de les vues, je vous jure. Alors, le message que je vous donne, c'est que si vous engagez ces gars-là, faites-leur confiance. Ouais. Dites-leur, OK, il y a un risque, j'ai un peu la chienne, j'aime pas ça les Legos jaunes, mais vas-y avec les Legos jaunes. J'aime pas ça quand tu prends ton verre de vin, mais ça va pas contre ma marque, fait que mets-les ton verre de vin. C'est de même que tu vas aller chercher ton monde, c'est de même que tu vas aller chercher ta folie, puis c'est de même que le monde va la partager, ils vont la regarder. Vous n'êtes pas prêt à faire confiance au YouTuber, à sa marque, à sa saveur, il va peut-être aller dans quelque chose de plus traditionnel. Par rapport à ça, c'est 100% vrai. Le défi, c'est de trouver des créateurs qui ressemblent déjà à ce que vous faites en tant que brand. T'sais. Moi, je suis pas nécessairement le gars qui a le plus de views ever, sauf qu'il y a quelques semaines, quand la Ligue canadienne de football voulait quelqu'un pour représenter leur marque, puis montrer c'est quoi l'expérience d'aller voir un match des Alouettes, le côté plaisir plus que le côté sportif, mais c'est sûr que j'étais leur gars, tu sais. Puis quand je suis arrivé sur place, s'il y a bien une des organisations qui marche le dos serré d'habitude, c'est bel et bien les organisations sportives. Le gars de la Ligue m'a dit, Fred, nous on est venus, on t'a engagé parce qu'on aime ce que tu fais, donc t'es lousse dans le stade, fais tout ce que tu veux, je veux juste que tu nous ramènes un produit qui te ressemble pour montrer que c'est vraiment le fun des Alouettes. Parfait, mon gars. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, on fait confiance. Voilà. Bref, c'est une vidéo de 11 minutes où on nous voit nous promener, aller rencontrer les joueurs parce qu'il y a une question de proximité à la Ligue canadienne de football où tu peux juste être sur le côté de la ligne puis donner des high-fives aux gens. C'est une vraie expérience. Puis, tu sais, quand on dit mini parenthèse que sur Internet, ça prend des petites vidéos rapides, punchées, c'est plus vrai. Ça, sur YouTube, les longues vidéos sont encouragées. 40% des gens qui regardent mes vidéos se rendent jusqu'au bout, même si ça dure 11, 12, 13, 14 minutes. Mais dans la vidéo d'une demi-heure, 30% des gens sont rendus à la fin de la demi-heure. Donc, c'est une nouvelle manière de consommer la télévision. Les gens qui regardent YouTube, ils s'installent et ils font leur risotto comme s'ils regardaient la télévision. C'est comme un mode de vie et un mode de consommation de médias. C'est là où, justement, quand je vais faire un vlog de 11 minutes filmé avec mon sel, c'est exactement ça la vidéo. Puis ils ont vu les chiffres, ils ont reçu la vidéo, ils jubilaient, ils ont pu le repartager sur leur réseau. 2 semaines plus tard, ils l'ont ramené. Fait que bref, c'est le genre de partenariat qui fonctionne. T'sais, cet été, je m'en allais en voyage avec ma blonde aux États-Unis pendant 3 semaines. On a fait affaire avec une compagnie de téléphone qui ont un forfait sans frontières Canada-US. Ben, c'était facile pour moi de dire que c'est grâce au forfait en question, qui était littéralement mon vrai téléphone, que je pouvais partager mes Snapchat et mes photos Instagram parce que c'était légitimement eux qui permettaient de le faire. C'est quand tu réussis à rejoindre une marque que tu utilises déjà ou qui fit avec ton produit que tu as les associations les plus fortes selon moi. Moi, j'en ai quand même fait beaucoup des associations avec les marques. Ça représente à peu près 5% de mes vidéos, parce que j'ai un rythme quand même rapide. Mais c'est difficile pour moi de dire qu'est-ce qui est une bonne collaboration, qu'est-ce qui est une mauvaise. Pour moi, comme j'ai toujours envie que l'association avec une marque, ça donne une vidéo que j'aurais fait de toute façon, qui est comme pas quelque chose de forcé, quelque chose de trop loin de ce que je fais d'habitude. Une des associations qui a bien fonctionné sur ma chaîne, c'était avec la gomme à mâcher, la gomme 5. Et puis, j'étais content parce que c'est un partenariat qui a été renouvelé. Donc, ça a été comme un peu une association très naturelle de revenir avec une autre vidéo cette année avec la gomme 5 parce que les abonnés l'avaient déjà vu. Des fois, ça marche moins bien aussi avec les marques. C'est tellement comme difficile de mettre le doigt, c'est quoi qui arrive. Ces temps-ci, je peux recevoir peut-être 3 propositions par semaine de partenariat avec les marques. Je ne peux pas faire 3 vidéos avec des marques par semaine. Donc, c'est sûr que quand on arrive avec la fameuse phrase « on te donne carte blanche »,
Généralement, je me méfie. Parce que généralement, on donne carte blanche jusqu'à temps que je le fasse, puis là, on fait « Ah, c'était pas ça qu'on voulait. » Fait que moi, je dirais comme si on est une marque qui a envie de travailler avec un YouTuber, maintenant, une question que je demande aux marques, c'est quoi tes 3 vidéos préférées sur ma chaîne? Comme ça, je m'assure qu'ils ont vraiment été voir mes vidéos, puis qu'ils n'ont pas juste accroché sur les vues. Puis, ça me donne une idée du style qu'ils aiment, de ce qu'ils ont envie de faire. Puis, à partir de là, j'aime beaucoup parler longuement avec les marques avant de m'asseoir dans ma cuisine puis tourner la vidéo, parce que c'est difficile, après ça, faire des modifications quand on n'a pas eu le brief comme il faut au départ. Fait que c'est vraiment d'avoir une bonne communication au départ. Peut-être une piste de campagne, qu'est-ce qu'on vise, d'être très précis sur les objectifs de la vidéo, que ce soit pas juste... Des fois, ça peut être juste de mentionner une marque. J'en ai une qui s'en vient sur ma chaîne où tout ce que la marque désire, c'est que s'associer à mes vidéos. À partir de là, je fais ce qui me plaît. Fait, en tout cas, vraiment, moi, j'ai d'avoir un brief très clair. Je sais pas, est-ce qu'on peut regarder un extrait ou là, je vois le chrono qui est en rouge qui flash. Là. OK, on va regarder un extrait. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite avec la gomme 5. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Simon? On mange la gomme! Oui, on mange la gomme parce que c'est le retour des emballages 5 vérités, conséquences de la gomme 5. Ah, c'est tout ce qu'on voit. Dans le fond, après ça, on joue à un jeu qui est un trend de YouTube où on doit imiter d'autres YouTubers. Puis, il fallait répondre aux questions qui étaient sur l'emballage. Mais jamais j'ai dit « cette gomme est délicieuse, elle est bonne parce qu'elle coûte longtemps, elle n'est pas chère ». Vraiment pas. L'idée, c'était de s'amuser avec le produit, faire une vidéo que j'aurais fait de toute façon, puis faire des mentions très rapides au début avec un rappel à la fin. Il y avait aussi des médias sociaux qui accompagnaient la vidéo, mais tout ça était prévu avant même que je m'assoie et que je tourne la vidéo. Et rapidement, on est à l'ère où les individus deviennent des médias. Ça ne veut pas dire que les stations traditionnelles, puis les médias traditionnels, puis les agences vont éventuellement mourir à 100%, sauf que en tant que marque, vous avez le pouvoir d'aller directement chez le créateur qui vous intéresse, puis s'asseoir avec lui, puis dire comme nous, on aime telle affaire, puis on aimerait ça que tu fasses telle affaire. Puis l'argent va vraiment dans le contenu dans ce temps-là, puis pas dans le processus, puis le blablabla qui vient autour. C'est comme, on est accessible, on a tout un email business, vous pouvez nous écrire, puis on a des gens qui nous aident avec ça aussi. C'est facile pour nous de vous diriger, peut-être pas nécessairement vers notre chaîne, mais vers d'autres personnes aussi qui sont peut-être plus compatibles avec ce que vous faites. T'sais. Ça paraît qu'on est des YouTubers parce qu'on a dépassé d'1 minute 30, puis nous autres, c'est pas grave. Ouais, non, c'est pas grave. On prend ce qu'on veut. On prend le temps qu'on a. Ben, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup pour nous écouter. Puis vous pouvez nous rejoindre dans la salle en face où on peut vous répondre à ces questions. Super, c'est la